Bon, bah, on démarre très très vite la session qui est un peu dédiée à des complications chirurgicales et que nous, les modérateurs, on a très peu, donc on a demandé à des spécialistes forcément. Et le premier spécialiste qui est de la fistule après TME est le professeur Antoine Boucret, avec qui j'ai la chance de travailler, et qui va vous donner donc son arbre décisionnel pour celle des autres. Merci. Enfin, pour commencer, un très grand merci à Quentin, à Philippe et toute l'équipe de BCI. Je pense qu'on est tous impressionnés par cette organisation et cet accueil. Tu dis ça n'est que la deuxième année, mais on sent bien que c'est parti pour durer cette histoire. Donc effectivement, je te remercie aussi pour le titre, Mon arbre, et auprès de mon arbre sans fistule, je vivais heureux, mais ça va malheureusement pas être pour tout de suite. Et donc, pour vous rappeler que la fistule anastomotique après TME, ça reste un problème majeur. C'est très clairement le talon d'Achille de la chirurgie pour le cancer du rectum. L'incidence est de 15-20% pour les séries les plus récentes, donc un problème qui affecte quand même pratiquement un malade sur 5. Cette fistule est potentiellement sévère. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital immédiat. Elle a des conséquences à long terme sur le risque fonctionnel et puis sur le risque oncologique également. Alors, la présentation est assez variable. Vous avez des fistules qui sont symptomatiques et 15 à 20% des fistules qui ne sont révélées qu'au moment de l'opacification digestive, à distance de la chirurgie initiale. Et donc, je ne parlerai pas de ces fistules asymptomatiques pour me concentrer sur les fistules symptomatiques. Donc, le mieux concernant les fistules, c'est déjà de les éviter. Et donc on parle beaucoup d'approche sélective de l'astomie, mais ma responsabilité, c'est aussi de vous rappeler que pour limiter le risque de fistule, on a la possibilité de faire une iléostomie de dérivation. Ça réduit à la fois l'incidence et la sévérité des fistules. Et donc le résultat de cet essai, qui est maintenant un peu ancien, l'essai de Mathisen, qui montrait très clairement qu'on avait une diminution du taux de fistule avec la réalisation d'une iléostomie de dérivation à partir du moment où on fait une anastomose sous-douglassienne. Également, cette iléostomie, elle s'associe à la préparation colique mécanique et on fait une préparation colique aux patients qu'on opère d'un cancer du rectum. Ça, ce sont les résultats d'un essai qui est également un peu ancien, l'essai Grécard 3, qui avait évalué l'intérêt de la préparation colique mécanique dans cette chirurgie. Et donc, je vous rappelle qu'il est absolument nécessaire, 1, de préparer les malades, 2, d'envisager une iléostomie et jusqu'à présent, de façon un peu systématique, on attend avec impatience les résultats de l'essai Grécard 17 piloté par Quentin. Alors, malheureusement, si on ne peut pas l'éviter, il va falloir la détecter. La détection, elle repose sur la surveillance clinico-biologique. On a tous mis en place dans nos services une surveillance assez rapprochée qui se base sur les critères cliniques, l'utilisation également de paramètres biologiques et notamment la CRP. À partir du moment où il y a une suspicion clinique, on va se baser sur l'imagerie et le scanner, avec le plus souvent un scanner qui est injecté mais qui n'est pas nécessairement opacifié, qui va permettre de mettre essentiellement en évidence des signes indirects de fistule. Donc vous voyez ici une collection rétro-anastomotique qui prend le contraste. Un côlon, ça permet également de voir la vascularisation du côlon anastomotique. Ce n'est pas forcément le meilleur examen, mais ça donne quand même un certain nombre d'éléments. Et on peut également envisager la réalisation d'un examen sous anesthésie générale qui va permettre de faire un diagnostic précis des lésions, de confirmer l'existence d'une fistule, de vérifier la vascularisation du côlon sus-anastomotique et éventuellement qui va pouvoir guider un geste thérapeutique. Alors, je vous montre les résultats de cette étude. C'est une étude que j'aime beaucoup, qui est une étude de nos amis de Saint-Antoine, qui donne un panorama un peu de la prise en charge de la fistule actuelle. Et donc, vous voyez que sur le taux de fistule, c'est un taux qui est assez reproductible et ce qui est habituellement rapporté dans la plupart des séries, autour de 15-20%. Et la répartition donc, se fait sur ces fistules symptomatiques avec des fistules qui se traduisent par une péritonite, une situation qui est finalement relativement rare, et la majorité des patients qui présentent un abcès périanastomotique. Et vous voyez que malgré tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre, eh ben, c'est quand même plus de la moitié des patients qui ne vont pas pouvoir garder leur anastomose et un quart des malades qui vont terminer en stomie définitive. Donc clairement un problème qui reste majeur et qui n'est pas résolu. Alors
c'est pas la présentation la plus fréquente, mais comme on parle un peu de stomie, d'approche sélective de l'utilisation de la stomie, il faut quand même que je fasse un point sur la prise en charge de la péritonite post-opératoire. Donc c'est dans la littérature 10 à 25% des fistules qui se présentent sous la forme d'une péritonite. On est dans cette situation obligé de reprendre le malade par voie abdominale, éventuellement par voie laparoscopique. Quand le patient a été opéré la première fois par voie mini-invasive, il est possible de le réopérer par voie mini-invasive. Et donc dans ces cas-là, deux options. Soit l'option un peu classique qui est celle du démontage de l'anastomose. C'est l'option probablement la plus sûre qui va permettre le contrôle optimal du sepsis pelvien. L'inconvénient, c'est que probablement ça limite les possibilités de rétablissement de continuité à long terme avec un risque de pelvis gelé, et le rétablissement n'est pas toujours réalisé. Donc à cette première option s'oppose une approche qui est un peu moins invasive, de préservation de l'anastomose, de confection d'une iléostomie de dérivation si elle n'avait pas été faite lors de la première chirurgie. C'est potentiellement plus rapide, peut-être plus facile et encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va faciliter le rétablissement secondaire de la continuité. Mais le risque, c'est que le contrôle du sepsis ne soit pas suffisant et donc potentiellement une mortalité plus élevée. Donc quand vous êtes face à un patient qui est en péritonite après une chirurgie du rectum, la priorité des priorités, c'est d'essayer de limiter la mortalité le plus possible. Ensuite, on se pose la question de la possibilité de préserver l'anastomose, et à cet égard, il y a deux séries qui sont maintenant un petit peu anciennes, mais qui avaient été rapportées par l'équipe de Beaujon sur les facteurs de risque de stomie définitive. Et on sait qu'à partir du moment où l'anastomose a été démontée, ça augmente de façon considérable le risque de stomie définitive. C'était le travail qu'avait rapporté Lémon Maggiori pour l'équipe d'Ifpanis. Et également le niveau de l'anastomose, donc sur les possibilités de rétablissement secondaire de la continuité. Et donc plus l'anastomose est basse, moins les chances de rétablir la continuité sont élevées après une intervention de Hartmann. Et ça, c'était Jérémy Lefebvre qui avait également rapporté ces résultats sur la série de Beaujon. Donc en pratique, comment choisir entre ces deux options? Eh bien, on se base sur la présentation du malade, un malade qui est très instable, avec une péritonite, avec une contamination très importante. A fortiori, s'il y a déjà une ischémie du côlon suisse anastomotique, ben, de toute façon, vous n'aurez pas tellement le choix. Il faudra démonter l'anastomose. Et ça s'oppose point par point avec les possibilités de préservation qui vont être discutées à partir du moment où la péritonite n'est pas trop grave, que le patient reste relativement stable et qu'autour du côlon suisse-anastomotique, il n'y a pas de grosses catastrophes. Alors, dans la péritonite, il y a une nouvelle mode, c'est la réfection immédiate de l'anastomose, et peut-être avec une anastomose colo-anale différée. On en parle. C'est la tentation de tout refaire tout de suite, ça n'a pas marché. Alors peut-être que c'est une idée géniale ou complètement absurde, je vous laisse juger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un défi technique. Ça va nécessiter de remobiliser tout le côlon dans la péritonite avec des mésos qui sont inflammatoires, fragiles, et que le risque, c'est de se retrouver à sacrifier du côlon potentiellement utile pour le rétablissement secondaire de la continuité. Et donc actuellement, il n'y a aucune donnée, et très clairement, on ne peut pas recommander cette approche. Voilà, donc pour la prise en charge de la péritonite, mais très clairement, la présentation la plus fréquente, c'est l'abcès périanastomotique. Et donc pour prendre en charge les abcès périanastomotiques, on a à notre disposition un certain nombre de moyens thérapeutiques, les antibiotiques, l'utilisation du drainage par voie anale sous anesthésie générale. Je vous ai dit qu'on pouvait envisager un examen sous AG pour faire le bilan des lésions. Au moment où on fait le bilan, on peut mettre en place un drainage transanastomotique. C'est un drainage qui est assez facile. En plus, il a gros intérêt d'être déclive, il va être très efficace. L'inconvénient pour ceux qui considèrent qu'il faut éviter de faire ces examens de façon trop systématique, c'est qu'on peut éventuellement rouvrir une fistule qui est déjà un peu en train de cicatriser. Et puis souvent, on se pose la question de quand retirer le drain. Une approche qui est peut-être moins invasive, en tout cas en théorie, c'est le drainage radiologique percutané pour ces anastomoses basses. On parle d'anastomose colorectale basse ou colo-suisse-anale. La seule voie radiologique, c'est la voie transglutéale. Ça marche bien à condition qu'il y ait une fenêtre de drainage. Et puis, le problème, c'est que de temps en temps, les drains ne sont pas très gros. C'est des drains qui ne sont pas très gros, mais ils sont en plein milieu de la fesse. Donc, ils s'accompagnent de douleurs parfois importantes. Et puis, il y a de nouvelles modalités de drainage. Les drainages endoscopiques, les queues de cochon, l'ATEA, donc l'endosponge, pour ne pas le citer. La queue de cochon, en fait, pour une anastomose très basse,
il n'y a pas d'indication, c'est des drains qui sont de petite taille, souvent des fistules avec un collet de la fistule qui est assez large. Et donc, ces drains pigtail, on va pouvoir les utiliser essentiellement pour des anastomoses qui sont colorectales moyennes, voire colorectales hautes, éventuellement pour le drainage d'une fistule sur un moignon. La durée, en revanche, l'endosponge, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Et effectivement, l'intérêt, c'est que l'endosponge, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le principe du VAC, en fait, une éponge qui est positionnée dans la cavité de l'abcès, au travers de laquelle on va appliquer une dépression permanente et qui va permettre d'assécher assez rapidement le sepsis, de stimuler le bourgeonnement sur le principe du VAC. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien pendant combien de temps il faut traiter. Il y a des problèmes d'accessibilité. Et puis là, actuellement, on se pose un peu la question de l'approvisionnement parce que Bebron ne produit plus l'éponge, mais apparemment, c'est repris par d'autres industriels. Donc si on prend, sur l'utilisation de ces modalités de drainage, si on prend l'expérience de Saint-Antoine, vous voyez que le taux de succès pour un abcès périanastomotique, c'est autour de 50% de guérison. Et puis si on s'intéresse à des modalités de drainage un peu plus sophistiquées, comme l'endosponge, ça c'était une série qu'on avait rapportée pour le Grécard avec Solafa Abdallah, et vous voyez qu'on ne tombe pas de sa chaise parce qu'on est à peu près à 55%, donc c'est pas non plus, c'est pas magique. Et puis il y a cette série assez récente, multicentrique, internationale, sur les facteurs de risque d'échec du traitement de la fistule. Donc série très importante avec le développement d'un score sur cette série rétrospective. Vous voyez que le taux de succès et le taux de stomie définitive, c'est 43-45%. Donc on retombe sur les mêmes chiffres et vous voyez que dans les facteurs de risque qui ont été analysés et identifiés, il n'y a pas beaucoup de facteurs qu'on peut influencer. Essentiellement, peut-être, et ça c'est un premier élément qui paraît intéressant, c'est le délai de prise en charge, le délai de diagnostic et de prise en charge de la fistule. Et effectivement, si on se repenche un peu sur la série de Saint-Antoine, on s'aperçoit que finalement, c'est 50% des malades qui ne sont drainés qu'après, qui sont drainés après le 15e jour du diagnostic de la fistule. Et puis dans la série qui avait évalué l'endosponge, on retombe un peu sur les mêmes résultats, c'est-à-dire que le délai de prise en charge de la fistule est clairement un facteur qui va être associé au succès et à la guérison de la fistule. Donc là, on sent qu'on touche à quelque chose qui pourrait être utile pour la prise en charge de ces fistules. Et donc la prise en charge classique, c'est celle que vous voyez ici, donc une prise en charge un peu step-up. On commence par des petits moyens, donc les antibiotiques, le drainage radiologique, puis si ça ne marche pas, on passe à un drainage par voie transanale, et puis si ça ne marche pas, on fait de la TEA et on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. Et donc, on est obligé de se pencher sur un peu d'autres stratégies. Et donc ça, ce sont les chirurgiens du pancréas qui ont développé l'algorithme Porsche pour les fistules pancréatiques. Et dans cette étude, on clairement montré que grâce à une prise en charge très standardisée, proactive de la fistule, on pouvait réduire les conséquences de la fistule et la mortalité liée à la fistule après chirurgie pancréatique. Donc oui, il faut essayer de développer un algorithme, un arbre, pour un diagnostic plus précoce de la fistule. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il faut faire un scanner systématique très précoce? Sur quels critères va-t-on se baser? La CRP, très certainement, les valeurs, le cut-off, tout ça est à développer. Une prise en charge qui doit être standardisée. Quand traiter? Dans quel ordre? Dans quels moyens mettons en œuvre pour la prise en charge de ces collections périanastomatiques? Combien de temps on draine? Et l'objectif, c'est de réduire le risque de stomie définitive. Alors, un arbre qui pourrait s'appuyer sur un scanner systématique, et bien ça, c'était l'idée d'Yves Panis il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, dans cette série de Beaujon, des patients avaient systématiquement un scanner à J5 en post-opératoire. Malheureusement, vous voyez que sur l'analyse de ces examens d'imagerie, entre les patients qui avaient une complication et ceux qui n'avaient pas de complication, finalement, il n'y avait pas de grosses différences. Et donc, faire un scan systématique à J5, ça n'aide pas tellement dans la détection et le diagnostic précoce des fistules. Alors, une autre question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas se baser sur l'utilisation d'un dosage de la CRP? Et donc ça, c'est une étude qui a été rapportée il n'y a pas très longtemps par l'équipe d'Amiens et Charles Sabaye. Et donc, vous voyez qu'on se base sur le taux de CRP, donc là, sur cette série de 141 patients,
une CRP à 150, on fait un scan systématique et on diagnostique de façon précoce sur le scanner 27 fistules sur 141. Ben, malheureusement, en fait, il y en a la moitié qui passe à côté. Et donc 150, probablement, c'est pas le bon seuil. Donc trop tôt, on loupe à peu près la moitié des fistules. Donc la CRP, c'est probablement un élément très intéressant, très important, qu'on va pouvoir utiliser. Donc je vous ramène à cette méta-analyse là, qui est maintenant un petit peu ancienne, sur l'utilisation de la CRP. Donc vous voyez qu'on arrive à déterminer des seuils en fonction du jour post-opératoire. Et donc ces seuils vont permettre de prédire la survenue d'une fistule. Le problème, c'est que ça prédit surtout l'absence de fistule avec une valeur prédictive positive qui est très mauvaise. Donc dans cette méta-analyse, vous pouvez observer également que là, ce sont les seuils que je viens de vous montrer, des seuils qui sont assez bas. Mais si on veut mettre en évidence une fistule, il faut utiliser des seuils qui sont beaucoup plus élevés. Et c'est ça qui nous intéresse. Hein. Ce qu'on veut, c'est pouvoir s'appuyer sur une CRP très élevée, prescrire un scanner très précoce pour détecter une fistule périanastomotique. Une fistule anastomotique et une collection périanastomotique. Donc l'objectif n'est pas le même. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est bien aperçu qu'on se posait beaucoup de questions, mais on avait du mal à y répondre. Et donc on a proposé, et donc c'était Stéphane Benoît qui a eu cette idée de faire une enquête nationale pour essayer de répondre à toutes ces questions sur quels critères cliniques et biologiques on peut utiliser pour la détection de la fistule, comment est-ce qu'on interprète les signes radiologiques, et puis quelles mesures thérapeutiques mettons en évidence. Donc une enquête nationale à laquelle vous avez certainement participé, donc mon arbre c'est pas le mien, mais c'est plutôt un peu le vôtre, avec 24 scénarios, 203 chirurgiens répondants, et donc on aboutit à cet algorithme. Alors c'est un peu compliqué, puis en plus on ne veut pas trop le dévoiler parce qu'on va essayer de le tester dans un essai. Et donc vous voyez que dans cet algorithme, on utilise des critères cliniques. Donc ça c'est des signaux forts qui vont conduire à la réalisation d'un scanner. Ça c'est des signaux un peu plus faibles qui vont, quand ils sont combinés également, conduire à la réalisation d'un examen radiologique. Vous avez également tout ce qu'on peut rechercher sur le scanner et les conséquences que ça peut avoir en thérapeutique. Et également, qui était assez plébiscité dans le questionnaire et dans l'enquête, l'utilisation de l'examen anal sous anesthésie générale qui va être utile sur la prise en charge thérapeutique. Et donc, l'étape suivante, c'est qu'on voudrait tester cet algorithme un peu comme les investigateurs de Porsche en Hollande, sur un essai en cluster. Alors ce sont, vous voyez, beaucoup de mesures qui sont non spécifiques, donc on ne peut pas les tester dans un essai randomisé classique, c'est un essai randomisé en cluster où il y aura des centres qui vont appliquer l'algorithme et des centres qui vont utiliser leur prise en charge classique pour prendre en charge ces patients à risque de fistule anastomotique. Donc en conclusion, eh bien, vous voyez que c'est quand même encore la moitié des patients qui, après une fistule anastomotique, ne peuvent pas garder leur anastomose. Très peu de données prospectives pour un problème qui concerne près de 20% des patients opérés d'une chirurgie pour cancer du rectum. Et donc oui, je pense qu'il y a la place pour un arbre décisionnel pour essayer de standardiser les pratiques et améliorer les résultats de ces patients. Je vous remercie de votre attention. Oui, Antoine, merci. Comme tu l'as montré, c'est probablement la précocité du diagnostic qui permet sans doute d'être le plus efficace dans le traitement de ces fistules. Finalement, est-ce que tu ne crois pas que, même si ça reste à démontrer, c'est l'examen anal sous-âgé qui est quand même le plus important, de la même façon qu'on applique la cystoscopie, au moindre doute après une laparoscopie? Moi, c'est ce que je crois, oui, très clairement. Dès qu'on a une suspicion forte ou un diagnostic de collection périanastomotique, il faut prévoir rapidement un examen sous anesthésie générale. Si cet examen est normal, si l'anastomose paraît cicatrisée, on peut ne rien faire et ne pas drainer au travers de l'anastomose et envisager un drainage radiologique percutané par voie transglutéale. Mais effectivement, je pense que c'est un élément qui doit être assez précoce, mais qui va se baser sur les éléments de détection dont on a parlé. Donc, tu as bien dit dans ta conclusion, donc 50% des anastomoses que tu ne peux pas conserver,
Mais en même temps, donc à ce moment-là, tu recommandes de les mettre en Hartmann bas, c'est ça? Ah non, non. Non, non, c'est 50%, je suis désolé, alors je sais pas bien. C'est 50% de patients qui ont une fistule qui, à la fin, ne vont pas cicatriser, ne pourront pas être refermés. Donc c'est soit qu'ils ont été démontés, soit que tu fais des contrôles successifs et la fistule est toujours présente et tu ne peux pas refermer la stomie. Donc ma question, c'était patients pour lesquels tu ne peux même pas faire un examen anal soulagé parce qu'il est en choc septique, tu es obligé de le reprendre au bloc opératoire, il est en péritonite, malgré son iléostomie ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, tu es obligé de démonter l'anastomose. Oui. Donc toi, tu recommandes à ce moment-là de les mettre en Hartmann bas, de faire quoi? C'est quoi la situation dans le cas extrême? Le cas extrême que tu présentes, oui, il faut le démonter, et effectivement, les chances de rétablissement de la continuité sont très faibles, mais là, on n'est pas à 50%. C'est effectivement les travaux de l'équipe de Beaujon, c'est plutôt entre 5 et 10% de succès d'un rétablissement secondaire de la continuité. Et donc pour ces patients, tu ne recommandes pas encore de leur faire le Beaulieu de sauvetage pour justement les résultats de l'étude de Beaujon avec Léon Maturi? Très clairement, non. Non, le Beaulieu en urgence chez un malade en choc avec un côlon ischémique, non, je crois qu'on ne peut pas délivrer ce message. Effectivement, la question commence un peu à se poser et ce sera intéressant de voir s'il y a des premières expériences. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le dénominateur, mais pour moi, c'est une ineptie. Je vous le dis très clairement, je pense que c'est absurde. Alors, le Beaulieu en urgence, peut-être on peut l'envisager pour un problème d'ischémie, de problème de vascularisation du côlon, mais si le malade est en choc et en péritonite, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Mais bon, c'est un avis très personnel. J'ai pas de... Oui. Alors, une dernière question. Oui. Oui, avez-vous une opinion ou une expérience sur la réparation transanale pour les anastomoses basses? Avez-vous une expérience là-dessus? Alors, nous, on aime beaucoup le drainage par voie transanale et on utilise depuis longtemps l'endosponge. Et effectivement, un certain nombre d'équipes, une fois que le drainage a été efficace, que ça bourgeonne, certaines équipes refont l'anastomose par voie anale, remettent des points, éventuellement des clips endoscopiques. On l'a fait un petit peu avec des succès variables. Je pense que le plus important, c'est de rapidement assécher le sepsis. Et c'est ça qui est la meilleure garantie sur la cicatrisation de l'anastomose. La réfection, je sais que notamment les équipes hollandaises de Bellman utilisent cette réfection assez précoce. On en a une expérience très, très limitée. Alors là, Bernard, une dernière question, mais très courte, une réponse très courte. Merci Antoine pour le message, les messages très clairs. Est-ce qu'on peut rappeler aussi qu'il y a un deuxième endpoint dans les sepsis pelviens après chirurgie du rectum? C'est la survie. Elle est impactée de façon indépendante par le sepsis pelvien dans beaucoup de travaux. Et donc par conséquent, dans un sepsis pelvien grave dans une chirurgie du rectum, la maîtrise rapide du sepsis doit être une préoccupation. Donc c'est vrai que je te rejoins sur la problématique de la colo-anale différée d'emblée. Ok, très bien. On va dire que c'était un commentaire, c'est parfait. Merci beaucoup Anne pour l'introduction. Bonjour à tous. Moi je vais m'associer au concert de louanges sur l'organisation de ce congrès qui me laisse finalement qu'une seule déception, c'est que j'ai une petite pensée pour tous ces chirurgiens qui ne sont pas colorectaux et qui ne pourront jamais assister à des congrès aussi passionnants. Voilà, merci beaucoup Quentin et puis toute l'organisation pour le congrès. Merci aussi pour le thème, parler des complications. C'est souvent assez compliqué. Alors s'il y a un domaine dans les troubles de la statique pelvienne qui pour moi me semble assez facile et clair, c'est justement la gestion et les complications. Alors j'espère que je vais vous faire partager cette idée claire. Merci encore pour cette soirée magnifique. Alors comme probablement j'ai prévu trop de diapos, donc je ne pourrai pas aller au bout, je commence par la dernière. Est-ce que c'est un vrai problème? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. En tout cas, est-ce que c'est fréquent? La réponse est non. C'est quelque chose de rare. Comment traiter? Finalement, assez facilement et avec succès, contrairement à la fistule après TME. Et puis, comment prévenir? Ça, j'ai une réponse. Est-ce qu'on peut prévenir? Et contrairement à la fistule post-colo-anale, on peut prévenir. Donc, je pense qu'on a une réponse un petit peu à toutes les questions posées. Est-ce que c'est fréquent? On revient il faut aller chercher dans les publications le taux de complications rapporté. Quand on regarde la série un petit peu Princeps à laquelle tout le monde se réfère, la série d'André Dor, à peu près 1000 patients, une plaie rectale qui a été réopérée en post-opératoire, c'est à peu près 1 pour 1000. Et si on compte les infections, disons, post-opératoires précoces et les érosions et infections tardives, on a 8 patients, 8 sur 919, ça fait à peu près 0,8% de complications. Vous voyez, on est quand même dans un domaine assez rare.
Dans notre série, on avait encore moins. C'est pas parce qu'on est plus fort, mais on avait moins de patients et puis on avait un suivi qui était moins long. Et ça va être le deuxième message, c'est que les complications peuvent survenir très tardivement, mais on est à 0,3% sur les érosions et infections. Donc c'est vraiment quelque chose de rare. Alors Jean-Luc Faucheron avait revu un petit peu toute la littérature, justement dans un contexte de pathologie fonctionnelle, pour voir si on avait quand même des cas rapportés. Et dans sa revue de littérature, il rapportait en tout et pour tout 40 cas rapportés d'infection de prothèses, ce qui met quand même les patients dans une complication clavien d'Indo 3B, donc une complication supposée grave. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans toute la littérature, ça reste extrêmement rare, ce taux de complications sévères. Et puis surtout, ce qui va suivre, c'est qu'on peut les traiter, et souvent, contrairement à l'idée générale, on arrive à les traiter de façon efficace et aussi de façon mini-invasive. Alors, reprendre ces infections ou ces érosions, est-ce que c'est vraiment un problème? Si je me fie à une expérience personnelle qui n'est pas extrêmement large, heureusement, ou à la littérature, finalement, non, pas tellement. On arrive même à construire un algorithme. Le problème, ce n'est pas de savoir les réopérer, le problème, c'est de savoir le seuil de tolérance des patients à la complication. Parce que c'est ça le problème. Le problème d'une colo anale avec une fistule, c'est de sauver le malade. Le problème d'une infection avec prothèse, c'est le procès qu'il va y avoir derrière, parce que de toute façon, on va réussir à guérir le patient. Et ça, c'est un vrai problème qu'on n'avait probablement pas assez anticipé, même si dans des grandes cohortes, quand on a commencé à regarder quel était le taux de complications en poulant les séries avec un suivi plus long, on voit que les complications peuvent survenir même 5 à 10 ans après l'intervention chirurgicale, mais que globalement, on reste à 2%. Sur des effectifs qui restent encore importants, moi je trouve que pour un chirurgien qui fait de l'oncologie, 2% de fistule, c'est plus qu'acceptable, voire même honorable. Mais pour un chirurgien qui fait de la chirurgie fonctionnelle, ce n'est pas tout à fait la même rillette. Parce que les patients, eux, ne tolèrent pas la moindre complication et les patients ne sont pas les mêmes patients. Ça, c'est important parce que le fait de ne pas avoir anticipé ça a abouti au scandale. Alors, dans le milieu réservé, c'est un scandale. Probablement, la population générale n'a pas été initialement avertie, mais des procès qui se sont multipliés jusqu'à cette soirée de prime time en 2018 où on a eu un plan tous cobayes. Et puis, vous savez, comme moi, les conséquences qu'ont eu, le ravage qu'a pu faire ce tapage médiatique qui était forcément à charge sur les implants prothétiques, pensant que c'était un problème extrêmement fréquent, alors que vous voyez, c'est rare. Alors aux États-Unis, qui ont toujours eu quelques années d'avance sur ces situations un petit peu extrêmes, ont imposé aux industriels d'enregistrer systématiquement les événements indésirables liés à l'implant des prothèses dans la chirurgie du prolapsus, qui est le prolapsus rectal, mais aussi les prolapsus des organes pelviens. Et on a quelques publications qui rapportent tous les événements déclarés. Donc 34 000 événements entre 2004 et 2019. C'est quand même beaucoup. 34 000, c'est beaucoup. Mais sur ces 34 000 événements, 3 300 événements émanent d'une complication prothétique sur une chirurgie par voie abdominale. Tout le reste, c'est la chirurgie par voie périnéale ou pelvienne, ce qui réduit déjà beaucoup l'impact que peut avoir ces complications. Et ce sont tous les événements rapportés, dont infection, mais aussi d'autres complications. Alors on voit, ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, c'est pas si rare, donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Et puis finalement, quand on regarde le matériel prothétique, eh bien, il a un impact direct sur la complication. Et ça, c'est assez rare en chirurgie que le matériel soit directement impacté sur la complication. Si on pouvait dire « j'ai une fistule après colo anal, c'est la faute à la CDH », mais on ne peut pas dire ça. Tandis que là, on peut dire l'érosion est différente selon le type de matériel prothétique, donc il va falloir faire un choix. Il faut choisir les bons matériaux, il faut évaluer les matériaux. Et puis, si on évalue ces matériaux, on pourra proposer aux patients une diminution du risque. Et ça, c'est important. Alors, je montre cette publication qui est intéressante. Et là, ça va être ma deuxième question. Comment on les traite? Alors, quand on diagnostique une érosion ou bien une infection, la règle va être assez simple. Il faut retirer le matériel prothétique et puis aller laver la partie septique. Et on peut le faire, dans la plupart des cas, de façon relativement mini-invasive, avec succès. Et ça, c'est aussi un enseignement de la littérature. Je montre cette publication qui était la première. Tony Dixon a été le premier à rapporter les complications. Ça ne lui a pas porté chance, parce que c'est lui qui a pu essuyer tous les procès à suivre et l'aspect médico-légal. Il a été interdit d'exercice, il a fait une peine de prison, etc. Bref. Et puis ces publications ont été retirées. Il n'empêche qu'on peut encore les consulter dans la littérature, parce que cet homme a été le premier à dire « attention,
quand on opère ces patientes, finalement, quand on parle de chirurgie mini-invasive, il faut faire attention parce que la tolérance de la complication est relativement... Le seuil de tolérance est très faible chez ces patients-là. Néanmoins, quand on regarde la façon dont on peut gérer ces complications, et en particulier les érosions, l'algorithme est très simple. On fait un examen paraclinique complet, c'est-à-dire une IRM, une rectosigmoïdoscopie, pour voir si on a une érosion prothétique. Et suite à ça, si on a une érosion visible en rectosigmoïdoscopie, on commence par les opérer par voie transanale mini-invasive. Si on arrive à retirer tout le matériel, c'est très bien. Sinon, on complète avec une laparoscopie et on arrive, sans morbidité excessive, à retirer un matériel infecté ou colonisé par voie laparoscopique. Et cette expérience qui a été rapportée par l'équipe d'Oxford déjà depuis une bonne dizaine d'années, c'est un peu l'expérience qu'on retrouve dans la littérature, y compris sur une série française qui a été la première publiée sur ces complications de rectopexie, en disant finalement, on arrive à les réopérer, ces patients avec une morbidité qui est relative, et surtout de façon surprenante, ils ne récidivent pas leur plainte ou leur prolapsus. Donc finalement, on est assez bon sur le traitement de ces complications. Quand on regarde une autre série française, où là on a un effectif encore plus important, l'équipe de Nîmes a pu rapporter 325 patients opérés et a comparé aussi dans ces complications le type de prothèse qui avait été mis en place. Et là encore, le polyester a été probablement pourvoyeur de beaucoup plus de complications que le polypropylène. C'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'il faut utiliser du polypropylène macroporeux, des larges mailles pour que le tissu fibreux puisse se mettre entre les mailles et que la cicatrisation se fasse bien avec moins de rétraction. Bref, on sait ce qu'il faut faire et on sait quel matériel utiliser et on sait que quand on a des complications, parce qu'on ne pourra pas toujours les éviter, eh ben, on arrive à les traiter et le résultat fonctionnel reste quand même largement valide. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est un problème très rare déjà et qu'on peut solutionner. Et donc il y a eu des recommandations qui émanent du groupe français de recherche en uropelvipérinéologie, mais auquel les coloproctologues ont été associés, qui dit finalement... Quand on a un sepsis pelvien à la suite d'interposition de matériel prothétique synthétique, il faut réopérer le patient aussi vite que le diagnostic est fait. Il faut retirer le matériel et tout nettoyer. Quand on a une érosion tardive, il faut discuter de la colonisation et de la meilleure voie d'abord. Mais la règle, c'est encore une fois d'aller retirer le matériel prothétique qui a été mis en place. Et encore une fois, la littérature nous dit que c'est faisable. Le vrai problème, c'est la spondylodicite, parce que là, on a du mal à avoir des statistiques précises. C'est probablement des patients qui peuvent avoir des séquelles à long terme. Et finalement, ça reste le point le plus compliqué de l'insertion de ce matériel prothétique synthétique, ce point sur le promontoire. Et certains patients peuvent faire des complications à type de spondylodicite. Mais là encore, la conclusion, elle est simple. Il faut retirer le matériel et puis il faut soigner la spondylodicite avec l'immobilisation, la chirurgie orthopédique qui l'accompagne et une antibiothérapie prolongée. Donc des complications qui sont très rares, qui peuvent être quand même graves, mais que finalement, en dehors de la spondylodicite, on peut soigner. Alors, est-ce qu'on peut prévenir? Alors là, moi, je pense que oui, donc je vais essayer de partager avec vous ce constat. Est-ce qu'on peut faire mieux qu'insérer du matériel synthétique dans un pelvis? Oui, il suffit de mettre du matériel résorbable, et puis il n'y a plus de problème. Et le seul problème, c'est le côté réfractaire de la communauté chirurgicale, parce qu'aujourd'hui, toute la littérature scientifique est relativement unanime pour dire que quand on met du matériel résorbable en lieu et place du matériel synthétique, on diminue le risque de complications et on ne diminue pas le risque de récidive, même si les toutes premières publications des années 90 rapportaient avec un type de prothèse résorbable, bioprothèse, le permacol, des résultats qui n'étaient pas tout à fait favorables. Depuis, la littérature et l'amélioration du process de fabrication de ces dispositifs a montré qu'on n'avait pas plus de complications. Donc dans cette série australienne qui a été un petit peu pionnière, au départ un peu prudent, l'auteur principal, Andrew Stevenson, avait dit on fait au moins aussi bien avec du biologique qu'avec du synthétique. Et puis il a publié 3 ans plus tard un article mettant à jour ces résultats en disant finalement, on a même des meilleurs résultats avec le biologique qu'avec le synthétique. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, on peut se demander aujourd'hui pourquoi on utilise encore du matériel synthétique. Le Royaume-Uni, lui, depuis le procès et la prison, n'implante plus de matériel synthétique, donc ils mettent du matériel biologique. Et je reviendrai dans les questions, parce que je n'aurai probablement pas le temps d'en parler ici, mais en France, on peut aussi utiliser du matériel biologique dans les rectopexies. Et il y a eu un faux débat qui s'est conçu sur des fausses règles. Donc, moins de complications, pas plus de récidives en utilisant du biologique,
Donc ce sera mon premier message. Le second message, c'est que si on met du résorbable, alors s'il vous plaît, ne mettez pas un Protac sur le promontoire sur une prothèse résorbable, parce que c'est un peu dommage d'utiliser du non résorbable si on décide de mettre du résorbable. Donc il faut mettre des points résorbables. Donc résorbable lent, parce que les complications, la plupart du temps rapportées après prothèse résorbable, c'était à cause de fixation par des points non résorbables. Voici un exemple d'une patiente qui est une expérience personnelle d'abcès pelvien à 15 jours d'une chirurgie avec une rectopexie au promontoire, avec quelques bulles de pneumopéritoine, et puis un radiologue assez gentil qui me dit c'est probablement une diverticulite compliquée, mais à 15 jours d'une rectopexie robotique, je pense que c'est le bras numéro 4 du robot qui a peut-être récliné de façon un peu violente le sigmoïde. Bon, on l'a traité de façon conservatrice avec des antibiotiques, et puis l'évacuation par voie vaginale de l'abcès, il n'y avait plus de prothèse, et le problème était réglé. Imaginez un instant la même expérience avec du polypropylène au milieu de cet abcès pelvien, je pense qu'on aurait probablement fini avec une stomie. Dernier message, et puis ce sera ma conclusion ensuite, le robot, probablement le robot améliore les résultats fonctionnels dans la rectopexie, la chirurgie du prolapsus des organes pelviens, ça c'est à peu près démontré, et probablement diminue aussi le risque de complications, même si on a besoin de suivi à long terme pour avoir un petit peu plus de recul. Donc moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Intuitive, mais je pense que l'approche robotique nous permet probablement de faire une dissection un peu plus soigneuse, un peu moins d'électrocoagulation, un petit moins de blessures sur la paroi rectale, et donc probablement on s'expose à moins de risques d'érosion à long terme quand on implante par voie robotique. Donc voilà, je crois que c'est l'avant-dernière diapositive pour dire que dans notre expérience, en fait, on a complètement changé. La seule chose qu'on n'ait pas changé, c'est la technique opératoire, mais on est passé de la laparoscopie synthétique au biologique robotique, et on est relativement content parce qu'on n'a pas plus de récidives, voire même un peu moins, même si la série était historique, et on n'a pas plus de complications avec une même efficacité. Et j'avoue, peut-être c'est un petit peu, disons, égoïste comme réflexion, mais je ne comprends pas pourquoi les autres ne se posent pas les mêmes questions ou n'adoptent pas cette stratégie qui me semble maintenant absolument évidente. Il y a un temps pour parler, puis un temps pour agir. Voilà ma conclusion. Je crois que la chirurgie des prolapsus, c'est une chirurgie fonctionnelle, et notre devoir, c'est quand même de bien se rendre compte que les exigences des patients ne sont pas tout à fait les mêmes que pour une chirurgie oncologique. Et donc, si on a des patients exigeants, il faut qu'on ait aussi une exigence en termes d'innocuité et de sécurité de nos gestes opératoires. Les prothèses biologiques aujourd'hui représentent une alternative, disons, rassurante à la chirurgie du prolapsus, et l'assistance robotique probablement nous permettra de faire mieux. Et comme c'est un événement rare, je pense que si on veut essayer d'avoir des données un petit peu plus fiables, mais je suis rassuré de savoir que c'est en cours, il faut faire des registres. Donc on a parlé au Grécar hier des registres. Avec la société de coloprocto, on a ouvert un registre rectopexie qui est en phase quasiment d'ouverture. Et donc on va pouvoir rentrer les malades et avoir des bases de données suffisantes. Il existe un second registre européen qui se met en place aussi. Et je crois que c'est le seul moyen d'avoir des données un petit peu plus factuelles sur un événement qui reste très rare. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Guillaume. Il y a une question pour Alain. Oui Guillaume, merci. C'est assez passionnant. Nous, au Diaconesse, on est confrontés au même problème. On a une pression énorme sur l'histoire des implants. Et maintenant, à tel point que ça se produit même pour les hernies inguinales. Il n'y a pas un semestre sans qu'il y ait un journaliste qui vient nous appeler, nous dire « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut passer à la robotique à condition d'avoir un robot et de pouvoir se le payer, pour une intervention qui ne rapporte rien et qui coûte l'établissement. La deuxième chose, la prothèse biologique, oui, ce serait l'idéal, mais est-ce que tu penses quand même que le niveau de preuve en termes d'efficacité à long terme est suffisant actuellement pour dire on passe au tout biologique? Effectivement, ce serait la meilleure solution. Mais... Alors, non, mais c'est une très bonne question. Effectivement, je n'ai pas parlé de coût, hein, mais moi, je pense en médecine, on doit commencer... Notre rôle, c'est de jouer sur la sécurité des patients et d'être en phase avec ce que la société réclame. Moi, les patientes réclament une safety maximale, quitte à assumer un éventuel risque de récidive supérieure, et quand on l'informe, ça se passe bien. Moi,
C'est vrai que je dis aux patients, quand vous allez chez le dentiste avec une carie, on ne vous enlève pas toutes les dents en disant comme ça, il n'y aura pas de récidive. On traite la carie et peut-être 2 mois plus tard, il y en aura une autre. Donc on change aussi le discours et l'information. Clairement, enfin, pour le biologique, je pense oui, on a la réponse. Je crois que maintenant, on a suffisamment d'arguments pour dire biologique ou résorbable. J'ai aucun a priori, mais je n'ai pour l'instant qu'un seul dispositif disponible qui a réclamé un marquage CE pour être implanté en tant que rectopexie, donc j'en attends d'autres. Moi, ça me va. Mais je crois que mettre un matériel résorbable, c'est logique. Le dernier point que je soumets à votre réflexion, c'est qu'on prétend qu'on va mettre une bandelette qui, elle, ne va pas bouger, mais les gens vont vieillir. Hein. Les femmes qu'on opère vieillissent, et comme tout le monde, les tissus s'affaissent. Donc la récidive, c'est un peu l'histoire naturelle des prolapsus. Notamment pour le prolapsus du rectum, et on voit clairement qu'il va y avoir un effet de friction ou de frottement avec un matériel qui ne bouge pas. On comprend très bien qu'on ait des érosions, elles me semblent expérimentales. Au moins avec le résorbable, on renforce les tissus, mais c'est des tissus qui restent des tissus natifs, autologues. Et la différence avec les premières publications de biologique, c'est qu'avant ça se résorbait en quelques jours, quelques semaines, et qu'aujourd'hui on a des résorptions, des absorptions de ces matériaux qui se font plutôt en 3, 6, 8 mois. Donc ça prend du temps. Et je pense que ce délai impacte aussi sur la tenue des tissus et de la cicatrisation. Et par rapport à la plaque biologique, tu fais le même constat, que ce soit une périnéo-élytro-rectocèle ou un prolapsus gros qui sort par exemple de 5-7 cm chez une femme jeune, par rapport à la force de traction et à la réduction du prolapsus. Pas de différence pour toi? Non. Alors sur l'intervention, non. Sur le type de prothèse, non. Peut-être sur la résection du cul-de-sac de Douglas un petit peu plus, quand on a un prolapsus qui est pas un prolapsus rectal, mais un prolapsus plutôt recto-élytrocèle, où là on coupe beaucoup plus et on résèque le péritoine maintenant, ce qu'on faisait peut-être moins avant, mais tu vois, c'est pas la prothèse qui va, ou cette intervention qui va... Et fixation sur le tube et sur le plancher en bas ou... Bah alors, quand on fixe avec du Vicryl, on sait qu'au bout de 3-4 semaines, il n'y a plus rien. Je dirais qu'on fait ce qu'on veut, peu m'importe. Ce qui compte, c'est que cette prothèse soit positionnée dans le bon espace sans créer de lésions, et puis qu'ensuite on ait une bonne gestion du patient pour lui dire de ne pas pousser, ou de la patiente, et puis une gestion du transit qui permette de ne pas pousser. Après, on fixe la prothèse, donc nous, jamais sur le rectum. Je n'ai jamais fixé une prothèse sur un rectum, mais je comprends que certains fassent autrement s'ils veulent se faire un peu peur. Ça ne me choque pas. Merci. On va passer à la topo suivant. Donc, évidemment, je m'associe à ce qui a été dit. Je remercie Quentin pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. On sent bien qu'effectivement, ce congrès va devenir un incontournable. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être là. Je dois avouer que c'est aussi... je remercie de m'avoir proposé ce topo qui me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Et de façon assez naïve, quand j'ai accepté ce topo, je me suis dit que c'était une question de textbook et qu'on allait facilement, ou en tout cas trouver un certain nombre de données dans les manuels, et en feuilletant le textbook de la SCRS, de l'ESCP, le traité des maladies de l'anus et du rectum, j'ai trouvé absolument aucune ligne sur cette problématique des abcès et des sténoses post-hémorroïdectomie. Et donc, évidemment, c'est un peu challenging. Alors, vous allez voir que finalement, on arrive quand même à trouver dans la littérature un certain nombre de données qui permettent d'essayer de donner un certain nombre de messages. La première chose, c'est qu'en fait, ce sont deux situations complètement différentes. L'abcès, c'est une complication qui est de l'ordre du post-opératoire immédiat, alors que la sténose, c'est quelque chose qu'on s'attend à avoir plusieurs semaines, voire plusieurs années après l'intervention. Dans la littérature, on retrouve que finalement les sténoses post-hémorroïdectomie surviennent au minimum 6 semaines après l'intervention, et les patients consultent souvent plusieurs années après l'intervention. Il y a une espèce de phénomène un petit peu de honte, et donc on a des patients qui viennent à bout de course, souvent voir un chirurgien qui ne les a pas opérés initialement, et donc on a vraiment deux situations un petit peu différentes. L'abcès, c'est vraiment une complication très très rare. Dans la littérature, il n'y a pas grand-chose sur cette question, il n'y a que des case reports. Ce qu'on peut ressortir de ces case reports, c'est que c'est une complication qu'on retrouve essentiellement chez le patient immunodéprimé. Et si j'ai un grand message à vous faire passer sur cette question de l'abcès post-opératoire, c'est qu'il y a un signe qui doit être un signe de méfiance absolue, qui est la douleur post-opératoire.
Cette douleur post-opératoire, on la retrouve assez fréquemment après les hémorroïdectomies, et donc on a un petit peu tendance à banaliser ce signe. C'est une complication qu'on va peut-être parfois traiter un petit peu par téléphone. Il faut se méfier, il faut absolument examiner les patients, et ça peut être le signe en fait, d'un abcès post-opératoire. En fait, dans la littérature, il n'y a pas de prise en charge spécifique. Ça reste un abcès de la région périanale qui doit être drainé. Et donc, je n'ai pas de message particulier à faire passer sur la gestion de l'abcès post-opératoire. Il y a quand même un point de vigilance que j'aimerais introduire qui est la problématique de la radiofréquence. Finalement, quand on regarde la série multicentrique française qui a rapporté 130 cas, je crois, de mémoire de radiofréquence, eh bien, il y a une complication qui apparaît qui est l'abcès. Chez 2 patients, ça représente 1,5% des cas. Et donc, c'est peut-être une complication qu'on va voir apparaître un peu plus fréquemment avec cette technique de radiofréquence. Je ne sais pas si c'est en lien avec une mésutilisation de la technique ou bien si c'est la technique en elle-même qui provoque ce type de complication. Mais on voit apparaître un peu ce type de complication. Et c'est une histoire de chasse. Moi, j'ai pris en charge une patiente qui a développé une fistule recto-vaginale dans les suites de ce type d'intervention. Donc, il y a peut-être un petit point de vigilance autour de cette technique. La deuxième situation, c'est la situation de sténose. Là aussi, c'est une situation qui est rare. Le taux globalement rapporté, c'est de 1%. C'est une complication qui va dépendre essentiellement de la technique qu'on va utiliser. Et c'est une complication qu'on retrouve donc après les interventions de type hémorroïdectomie ou hémorroïdopexie. C'est un petit peu la plaie de l'urtère de l'hémorroïdectomie, c'est-à-dire qu'on en parle souvent, en réalité, on en voit assez peu. Mais c'est une complication qui a son importance, puisque évidemment, la pathologie hémorroïdaire est une pathologie par définition fonctionnelle, et c'est une complication qui va donc être extrêmement mal vécue par les patients. Et l'un des autres grands messages, à mon avis, qu'il faut faire passer, c'est qu'il ne faut pas aggraver la situation, et on peut tout à fait ne pas être à l'aise avec cette complication, et il faut savoir le dire aux patients pour l'orienter vers la bonne personne. Donc, pour éviter l'hémorroïdectomie, il faut savoir choisir la bonne technique, et le risque de sténose dépend de la technique. En fait, c'est, comme je vous l'ai dit, une complication qui est surtout une complication de l'hémorroïdectomie, qu'elle soit ouverte ou fermée, avec un risque de sténose rapporté d'environ 5%. Les techniques d'hémorroïdopexie, c'est 3% de sténose. Et quand on regarde les techniques un peu plus récentes de type Doppler ou radiofréquence, il n'y a pas de risque de sténose qui est rapporté pour ces techniques. Alors, choisir la bonne technique, c'est connaître les indications. Et quand on regarde les guidelines de la SCRS, eh bien, les bonnes indications de l'hémorroïdectomie, c'est essentiellement les hémorroïdes de grade 4 et les échecs des autres traitements. Je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand on fait ce type d'intervention avec les patients qui ont des anites hémorroïdaires, c'est de faire parfois une stratégie en 2 temps. En réséquant la grande partie la première fois et puis en essayant évidemment de ne pas compromettre les ponts muqueux qui sont garants de l'absence de sténose. Et donc parfois ça vaut le coup de faire cette intervention en 2 fois, mais c'est une stratégie qui n'est pas du tout rapportée dans la littérature. L'autre grand pourvoyeur de sténose, c'est l'hémorroïdopexie. C'est une intervention qui n'est pas recommandée en première intention, c'est une intervention qui se fait de moins en moins parce que les résultats sont probablement assez variables et assez dépendants de l'opérateur, avec des complications qui sont aussi probablement assez variables et assez dépendantes de l'opérateur, mais qui va être gravissime avec des cas de fistule recto-vaginale. Et donc, ce n'est pas une intervention qu'on fait en première intention. Les 2 autres techniques qui sont le Doppler et la radiofréquence sont des techniques qui sont recommandées en cas d'échec des traitements instrumentaux et en cas d'hémorroïdes de grade 2 et 3. Et pour le coup, ces techniques ne sont pas pourvoyeuses de sténose. Alors quand on regarde un petit peu les séries, il y a certains auteurs qui se lâchent un petit peu sur la technique d'hémorroïdectomie et qui viennent incriminer le ligachour comme étant un facteur de risque de sténose post-hémorroïdectomie. Le ligachour qui a bonne presse, puisque on a un certain nombre de données dans la littérature qui suggèrent que quand on utilise ce procédé pour faire l'hémorroïdectomie, on diminue les douleurs post-opératoires. Et donc la question de savoir si ça augmente le risque de sténose est important. Il y a une revue Cochrane sur cette question, et quand on collige les données de la littérature, on se rend compte que l'utilisation du ligachour ne majore pas le risque de sténose, et donc on peut utiliser ce dispositif sans majorer le risque de sténose. Donc faux procès. Concernant les traitements de la sténose, donc je vous l'ai dit, premièrement, ne pas nuire aux patients. Il n'y a aucune urgence à traiter une sténose post-hémorroïdectomie.
c'est rarement un tableau, voire jamais un tableau aigu, c'est plutôt un problème fonctionnel dans le long cours. C'est des patients qui viennent plusieurs années après l'intervention. Je crois qu'il n'y a aucune honte à demander un avis complémentaire. Ce n'est pas une pathologie qu'on voit tous les jours. L'un des éléments qui me semble fondamental, c'est évidemment d'évaluer la situation. Et dans cette situation, il n'y a pas d'autre examen à réaliser qu'un examen clinique, mais qui doit être un examen clinique de qualité, avec deux situations assez différentes, qui est la sténose post-hémorroïdectomie, où on va avoir une sténose qui est vraiment très basse, plutôt une sténose cutanée, alors que la sténose post-hémorrhoïdopexie, même si ça se fait moins, on en voit encore, eh bien, ce sont des sténoses qui vont être un peu plus hautes, des sténoses du canal anal, voire du bas rectum, en fonction de l'endroit où a été réalisé l'agrafage. On peut éventuellement compléter par un examen sous anesthésie générale lorsque l'examen clinique est compliqué. On peut réaliser une dilatation pour lever un peu la sténose, mais c'est en fait un faux traitement puisque le taux de récidive de cette stratégie de dilatation est quasiment de 100%. Alors, l'examen clinique va amener à une description de la sténose et il y a une classification dédiée, donc la classification de Milson. Donc cette classification a été rapportée en 1986. Elle repose à la fois sur la gravité de la sténose, est-ce qu'on peut ou pas passer le doigt, et elle va reposer sur la hauteur de la sténose. Et cette hauteur de sténose va pouvoir potentiellement amener des stratégies thérapeutiques différentes. Une sténose dite basse est une sténose qui se situe sous la limite de 0,5 cm sous la ligne pectinée. La sténose moyenne est située entre 0,5 cm en dessous, 0,5 cm au-dessus. Et les sténoses hautes, proximales, sont les sténoses qui sont situées au-delà de 0,5 cm de la ligne pectinée. Alors, le traitement de référence de la sténose post-hémorroïdectomie, c'est donc pas la dilatation, mais c'est le lambeau. Et quand on regarde le nombre de procédures qui a été décrit dans la littérature, on se rend compte que le niveau de preuve est quand même relativement faible sur cette question, puisque en 2022, il était rapporté l'ensemble des anoplasties réalisées dans cette indication, et au total, il y avait en 2022 556 cas de patients rapportés dans la littérature, avec essentiellement des lambeaux de type YV, des lambeaux rhomboïdes, et puis les autres types de lambeaux sont des aventures un tout petit peu plus anecdotiques dans la littérature, alors que on va voir, ce sont peut-être les lambeaux qui sont les moins décrits, qui peuvent être les plus intéressants dans la stratégie de prise en charge des sténoses. Donc on va utiliser la classification de Milson pour déterminer la meilleure stratégie thérapeutique. La première stratégie, c'est la stratégie qui concerne les sténoses relativement hautes et les sténoses moyennes. Donc dans ces stratégies, à mon avis, la technique que l'on peut garder, conserver, c'est la technique du lambeau d'avancement muqueux. C'est une technique qui a l'avantage d'être connue par la plupart des chirurgiens, puisque c'est exactement la même technique que la technique de prise en charge des fistules anopérinéales. Et donc on va venir sectionner la sténose, évidemment pas de façon circonférentielle, mais de façon radiaire, le plus souvent à 3 heures ou à 9 heures. Et puis on va venir abaisser du tissu souple sur la sténose. Les résultats, bon, il n'y a quand même pas énormément de données dans la littérature. Il y a cette série de 95 patients pris en charge pour des sténoses anales hautes ou moyennes sur une période de 20 ans. Parmi ces 95 patients, il y avait seulement 35 patients qui avaient des gestes d'hémorroïdectomie, 1% d'abcès post-opératoire rapporté, 2% d'incontinence post-opératoire et 10% de récidive à 5 ans. La deuxième situation, c'est la situation de la sténose moyenne ou basse. Donc là, il y a beaucoup de stratégies et de types de lambeaux qui sont rapportés. J'ai choisi de sélectionner le house flap qui me paraît intéressant. Je vais vous montrer un peu pourquoi après. Ce house flap, il est là aussi finalement assez mal décrit dans la littérature et c'est toujours le même schéma qu'on retrouve et qui est en fait un schéma relativement faux puisqu'on a l'impression que l'incision se fait à 6 heures alors qu'en fait elle se fait plutôt à 3 heures ou à 9 heures. Elle se fait de façon unilatérale ou bilatérale en fonction de la sévérité de la sténose. Le premier temps va être un temps de section de la fibrose qui va remonter jusqu'à la ligne pectinée. C'est un temps dans lequel il va falloir évidemment tout faire pour préserver les sphincters puisque la complication, ça va être l'incontinence post-opératoire.
L'incision se fait en forme de maison, d'où le nom de house flap, avec un lambeau qui va avoir tendance à se rétracter quand on va le libérer. Et donc, il faut faire une incision relativement large et un peu supérieure, en tout cas, à l'incision de la sténose qu'on a réalisée. Il faut préserver les tissus sous-cutanés, puisque sinon, on va risquer de dévasculariser le lambeau, et c'est évidemment la grande complication. Et puis, on va venir avancer ce lambeau sur la zone de sténose qu'on a réséquée. Et donc, soit de façon unilatérale, soit de façon bilatérale. En tout cas, pas à midi, pas à 6 heures, à 3 heures ou à 9 heures. Les résultats, là aussi, on a finalement assez peu de données. On a 2 séries, moins de 60 patients. Quand on regarde les pathologies, 29 patients qui avaient des sténoses anales post-hémorroïdectomie. La complication principale, c'est la déhiscence et l'abcès, avec des taux extrêmement variables, allant de 10 à 64%, mais avec des taux de succès sur des séries monocentriques et qui sont toujours évidemment probablement un peu surcotés, mais qui sont rapportés entre 89 et 100%. Alors j'ai choisi de vous présenter ce lambeau parmi la multitude de lambeaux parce que finalement, il y a un essai randomisé qui s'est intéressé à cette question et qui a comparé ce lambeau avec le lambeau YV, le lambeau rhomboïde. Alors c'est un essai randomisé, mais c'est un essai randomisé qui est quand même pas extrêmement d'un niveau extrêmement élevé. Il n'y a pas de calcul d'effectifs. Il y a 20 patients par groupe et il y a une évaluation qui se fait sur 2 éléments qui sont l'évaluation du calibre du canal anal et l'évaluation de la qualité de vie. Alors c'est assez magique, mais quand on regarde l'ensemble des critères, tout va dans le sens du house flap, avec une dilatation du calibre du canal anal, une augmentation du calibre du canal anal qui est supérieure à 1 mois, 6 mois et 1 an dans le groupe house flap par rapport aux 2 autres lambeaux. Et quand on regarde les critères de récidive, là aussi, on a 5% de récidive à 1 an dans le groupe house flap contre 20% ou 35% dans les 2 autres lambeaux. Et la satisfaction du patient est excellente dans le house flap, 90% contre 60 et 30% dans les 2 autres groupes. Donc bon voilà, c'est probablement un peu critiquable, mais c'est le plus haut niveau de preuve qu'on a à notre disposition sur cette question. Pour le périopératoire, il n'y a aucun consensus. La préparation dans les études, on retrouve de la préparation mécanique ou simplement des lavements. Les patients sont opérés en décubitus dorsal ou en décubitus ventral. Globalement, là où il y a le plus de consensus, c'est concernant l'antibioprophylaxie, qui est soit péropératoire, soit périopératoire avec 5 jours d'antibiotiques en post-opératoire. Et il y a des anesthésies locales, des anesthésies générales qui ont été rapportées. Il y a vraiment tout type d'anesthésie sur la prise en charge de ces patients. En conclusion, donc, ce sont des complications qui sont rares. Il n'y a pas de prise en charge spécifique pour l'abcès post-hémorroïdectomie. Peut-être un petit point de vigilance sur le suivi de la radiofréquence dans le futur. Pour la sténose, attention à la technique chirurgicale initiale. L'examen de référence, c'est l'examen clinique. On a un niveau de preuve qui reste très faible pour déterminer la bonne stratégie. Je crois que le message essentiel, c'est primum non nocere, c'est vraiment une stratégie, c'est une pathologie fonctionnelle, c'est une complication rare. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucune honte à confier ces patients. Et au vu des données de la littérature, il me semble qu'il y a 2 techniques que l'on peut retenir. Pour les sténoses hautes, les lambeaux d'avancement rectaux, et pour les sténoses basses, le house flap. Je vous remercie. Merci Charles. Des questions ? Professeur Panis. Oui, juste pour les sténoses qui sont un peu plus hautes sûrement, notamment sur une sténose d'anastomose colo-anale. Monsieur Hautefeuille avait décrit la technique avec des fils radiaires qu'on mettait un peu à 0, 3 heures, 6 heures, 9 heures, et qui allait ouvrir cette sténose. Et c'est vrai que nous, on l'utilise pour les sténoses anastomotiques. Est-ce que ça peut être utilisé? Et la deuxième chose, pour une sténose un tout petit peu plus haute, au-dessus de la ligne pectinée, notamment après longo, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une pince circulaire, comme moi j'utilise quand il y a des sténoses anastomotiques? Oui, alors merci pour ces commentaires. Effectivement, il y a la technique, moi j'appelle la technique de Arnous, qui est la technique de points radiaires qui permettent de nécroser un petit peu en étoile la sténose. Effectivement, pour les sténoses plus hautes après longo, c'est une option qui est tout à fait réalisable. Et effectivement, on peut aussi, sur les sténoses un peu hautes, où on sent qu'on va pouvoir descendre un petit peu de tissu, soit refaire une anastomose avec une pince mécanique, ou bien
réséquer la sténose et puis réabaisser du tissu sain. Ça paraît tout à fait réalisable sur les sténoses un peu plus hautes. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Juste une remarque, Charles. Est-ce que tu as vu dans la littérature des choses, on a tendance maintenant à combiner les procédures pour les chirurgies hémorroïdaires, faire un paquet en Mulligan, faire du Alrar pour le reste. Est-ce que tu as vu des choses sur sténose et techniques combinées? Est-ce que ça pourrait être une façon de diminuer les taux de sténose? Alors, je pense que c'est une bonne remarque. Il y a quasiment rien, enfin moi j'ai rien vu là-dessus, mais effectivement les stratégies un peu combinées ou les stratégies de plusieurs temps me semblent être une bonne stratégie. En tout cas, ce qu'il faut, c'est conserver les ponts muqueux, ça c'est fondamental. Et ça fait partie des stratégies qui sont possibles pour ça. Merci à tous les orateurs et aux modérateurs. Bonne journée.